Bienvenue dans ce dernier épisode de la première saison de Pensée en couleurs. Ce podcast, vous l'aurez maintenant compris, est né d'un constat. La difficulté croissante à naviguer un monde de plus en plus complexe et saturé d'infos, où la pensée rationnelle disparaît au profit de l'impulsivité et où on s'éloigne chaque jour un peu plus de démocratie fonctionnelle. Si on regarde l'étymologie grecque du mot dialogue, on a dia, qui signifie à travers, entre, et logos, le discours et par extension la logique, la parole rationnelle. C'est donc littéralement un échange d'arguments qui proviennent d'une personne et se font un chemin jusqu'à une autre. Ce qu'on peut observer, c'est que le dialogue de ce type tend à disparaître pour laisser place à des gros blocs de pensées toutes prêtes qu'on dégaine et que l'autre ne prend pas la peine d'écouter car il appose directement une étiquette pour dire de quel bloc il s'agit. Soit c'est le sien, ou c'est celui du camp ennemi. Si c'est le sien, il le connaît déjà, pas besoin d'écouter. Et si c'est l'ennemi, encore moins parce que c'est le diable en personne. C'est la fameuse pensée noir ou blanc dont on essaye de sortir dans ce podcast en retrouvant toute une palette nuancée de couleurs, en se libérant des injonctions à choisir un bloc et en prenant le temps de comprendre ce que vous pensez et pourquoi. Parce que notre capacité à penser et surtout à échanger, c'est ce qui nous a donné un avantage sélectif et qui fait qu'on existe encore en tant qu'espèce, parce qu'on était capable de s'écouter, d'adopter le point de vue le plus utile à la communauté. Ça fait gagner beaucoup de temps par rapport à essayer de tout comprendre tout seul de son côté. Donc si on n'est plus capable ni de penser de manière autonome, ni d'écouter l'autre, on risque assez vite de ne plus réussir à trouver de nouvelles solutions aux défis pourtant nombreux qui sont devant nous. Et puis on risque aussi de voir de plus en plus de phénomènes violents. Alors on n'est pas là pour se déprimer, mais la lucidité et la compréhension de la situation, c'est une première étape. Ensuite, on essaye de chercher des pistes de solutions. C'est pour ça que, pour cet épisode spécial, j'ai invité tous ceux et celles qui le souhaitaient à s'exprimer sur le thème du dialogue dans une société polarisée. Sachant qu'on avait déjà fait un épisode sur le sujet avec Delphine Schramm, que je vous recommande d'écouter en complément. Et puis de toute manière, je vous recommande aussi d'aller voir dans le podcast les épisodes déjà publiés, puisqu'on cherche justement des pistes de solutions à tout ça tout au long des épisodes. Dans ce que vous allez écouter, j'ai créé une sorte de dialogue moi-même en montage, alors que les personnes qui ont participé ne se connaissent pas pour la plupart entre elles et ne savent pas ce qu'ont dit les autres. Allez, je vous laisse écouter ça. Bonjour, je m'appelle Isabelle, j'ai 53 ans, je suis comédienne et professeure de théâtre. Il me semble que les raisons d'un dialogue difficile sont 1. Une époque anxiogène qui nous insécurise, nos peurs. Je suis Esmé, artiste accompagnatrice à la reconstruction personnelle. Il y a une question encore plus profonde, celle de la motivation, du temps, des priorités et surtout du sentiment de sécurité et de confiance. Parce qu'on ne peut pas discuter si l'on ne se sent pas en confiance. Si on a peur d'être jugé, rejeté ou incompris, la parole se ferme. Et cette sécurité, elle est indispensable pour que le dialogue devienne authentique. 2. Isabelle. La solitude, l'isolement, le manque d'amour engendrent des névroses. Égocentrisme, rigidité et impossibilité d'être contredit, mésestime, narcissisme, absence de distance avec soi-même. Mina, 21 ans, la sœur de Mariam, que vous entendrez un petit peu plus tard, a aussi voulu donner son opinion sur le sujet. Elle m'a transmis sa contribution par écrit, donc je vais la lire pour elle. Les gens paraissent hors sol, comme s'ils ne voyaient pas toute la nuance ou en tout cas ne souhaitaient pas voir, ou que ça leur était impossible. Cela est un véritable marqueur d'immaturité, de refuser la contradiction et de ne pas faire preuve de raison. Quand j'ai vu en novembre 2016 sur le plateau du journal quotidien, des femmes ayant l'âge de conduire, de voter, de gagner de l'argent, fondre en larmes littéralement à la suite de l'élection américaine, j'ai réalisé qu'il y avait un véritable souci. Ce n'est pas tant la forme qui choque mais le fond. Lorsque ces personnes font face à une situation n'allant pas dans leur sens ou qui puisse présenter une forme d'adversité, elles pleurent, ce qui est une réaction d'enfant. Alors, avec ça en tête, on comprend pourquoi le dialogue est en train de disparaître, car qui peut discuter longuement et sérieusement avec un enfant sans qu'il n'y ait de réaction excessive, cris, larmes, insultes. Le manque de discussion Esmé. a des conséquences concrètes. Il contribue à l'évolution des traumatismes et des comportements addictifs, surtout chez les populations les plus fragiles. La société leur demande toujours plus, sans tenir compte de leurs capacités ou de leurs moyens. Résultat, ils se sentent rejetés, incapables, et pour être acceptés et considérés,
Pour que l'on ait envie d'échanger avec eux, ils peuvent chercher des solutions rapides et faciles qui finissent par les détruire plutôt que les libérer. 3. Isabelle. Les algorithmes des réseaux sociaux nous plongent dans une communauté qui conforte nos opinions. Mariam, 29 ans, a fait des études en sciences politiques. C'est un peu normal à notre époque que le dialogue soit compliqué. Alors, je dis pas que c'est bien. Je constate que c'est peut-être juste le résultat, la conséquence de nos nouveaux modes de vie. Là, le premier exemple qui me vient, c'est, en fait, on veut tout de suite. On veut s'épargner un peu la réflexion, la recherche, de creuser, de sortir de son confort, comme je viens de le dire. On veut, voilà, un peu tout dans l'instant. J'ai faim, je vais me commander à manger, ça va arriver dans quelques minutes, je veux me faire livrer un article, acheter en ligne, si je paye une option supplémentaire, je le reçois sous 24 heures. En fait, tout se fait très vite. C'est un peu pareil quand on veut se faire une opinion, je crois, ou quand on veut comprendre un sujet. On va aller au plus simple, et ce plus simple-là, moi je pense qu'on va aller plus facilement le trouver. Maintenant, on a des informations souvent grâce au téléphone, donc on va le trouver plus facilement en ligne, plus facilement disponible. On va l'ingérer plus rapidement. En fait, on va le consommer assez frénétiquement. L'information, elle se consomme assez vite. On peut scroller sur notre téléphone. Et donc, en fait, la démarche est moins compliquée. Et on va aller, je crois, à ce qui nous sied le mieux, quoi. Là, ça me va, c'est plutôt confortable. Ça va pas changer mon point de vue, ma perspective. En tout cas, ça vient pas remettre en cause la version du sujet ou l'angle sous lequel il est traité qui me semble plus convenable. Parce que dialoguer, c'est ça, c'est un peu changer son angle de vue. Moi, je vais aller, le moi n'étant pas moi actuellement, personnellement, mais de manière très indéfinie, en tant qu'individu, je vais aller là où ça me paraît le plus simple, ça ne me déstabilise pas plus que ça, ça peut-être être... ça peut être le même point de vue que, je sais pas, un ami, quelqu'un de ma famille, donc socialement, ça va aussi être très accepté. Enfin, en tout cas, on va être dans une quête, et c'est à mon sens ce qui fait que le dialogue est devenu un peu impossible. En tout cas, moi j'ai à cœur qu'il soit toujours possible, et je sais il l'est. Hein. Il est devenu, quand je dis un peu impossible, je veux dire par là, assez compliqué. Mais il n'a pas disparu, et ça c'est une grande joie, et vraiment il faut s'en réjouir. Le dialogue, il va plutôt être pas dans l'interaction, pour reprendre mon idée, mais plutôt dans la recherche de ce qui est vrai. C'est j'ai raison, tu as tort. Ça va plutôt se vivre comme ça. C'est ce qui explique que c'est très polarisé. Et c'est fou parce que avoir cherché ce qui est vrai ou chercher la vérité, pour moi c'est plutôt un vocabulaire ou un champ lexical ou quelque chose qui se rapporterait plus à la religion. On peut dire d'une religion ou d'une parole ou d'une croyance, d'une parole sacrée, d'une croyance, d'un dogme qu'il est vrai. La définition dogmatique. Extrait de l'épisode avec Raphaël Liogier, sociologue, philosophe, auteur, professeur, sur l'esprit critique vs esprit dogmatique. Comprendre où naît le dogme. Une définition fermée, c'est dogmatique, c'est-à-dire incritiquable. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être critiqué, c'est dogmatique, une fois pour toutes. Remis en question. Et ça permet de dériver de cette définition de Dieu des considérations morales pour interdire aux gens de se comporter d'une certaine manière, dans les mœurs, dans la sexualité. Parce qu'une fois que c'est stabilisé, on a le sentiment qu'on a la vérité. Exactement. Et même politique, de la dévolution du pouvoir, la légitimité, le roi de France, qui est roi de France par la volonté divine, le droit divin, etc., etc. Et les mystiques, eux, ils font peur à ces religions, à cette religiosité dogmatique. Ouais. Et pour moi, les mystiques, dans ce sens-là, sont les premiers à faire preuve d'esprit critique. Et donc, la première définition de dogmatique critique, c'est dogmatique, c'est fermé. Je ferme la définition, refuse qu'on donne une autre définition, je refuse la discussion. Donc, et critique, c'est le contraire. J'ai foi dans quelque chose.
C'est ça le mystique. Qui transcende tous mes préjugés, justement. Et donc la transcendance, c'est pas une image statufiée du paradis ou une image statufiée de ce que serait Dieu. C'est le fait que justement il n'y a pas d'image, et donc puisqu'il n'y a pas d'image, ça reste tout le temps ouvert. Ouais. Et tout ce qui a l'air de passer pour de la transcendance, pour être supérieur, les hiérarchies, peut toujours être remis en cause, critiqué, au nom du fait qu'il y a quelque chose de plus grand que je ne peux pas saisir. Ça, c'est l'esprit mystique. Ça vient avec l'humilité, en fait, aussi. Ça a une forme d'humilité face à la grandeur du monde. Il y a quelques jours, là, Mariam. Je le disais, j'écrivais quelque chose en rapport avec le fait que il y a une baisse de la religiosité en Europe. Alors, de la religiosité, moi, je pense plutôt, j'entends par là, en tout cas, la croyance et la pratique. Et je crois même qu'en France, une bonne majorité des Français se dit plutôt athée. Et mine de rien, ça c'est fou. C'est-à-dire que la religion, c'est pas quelque chose qui nous appelle. Pourtant, dans la manière dont on va vivre, dont on va traiter les informations qui nous traversent, qui nous bousculent, qu'on rencontre, dont on va vouloir interagir en société, eh bien, il y a vraiment deux blocs qui s'opposent. Le vrai, le faux, le bien et le mal, qui sont, pour moi, des éléments qui font pas partie du vocabulaire qu'on devrait employer. C'est assez fou, c'est qu'il n'y a plus rien vraiment qui nous transcende en tant que société, en tout cas pas de l'ordre de la religion. Pourtant, on va avoir tendance comme ça à s'opposer et à réutiliser du vocabulaire qui, pour moi, fait complètement référence à cela. Et je le constate. Là, vraiment, il y a aucune... je tombe pas dans le c'est bien, c'est mal, je le constate. Kartik, 34 ans, est un ami d'origine indienne qui habite aux États-Unis. Il m'a fait l'honneur de bien vouloir participer à cet épisode en anglais, parce qu'il ne parle pas le français, donc je vais traduire ses propos. The Hindu scriptures, les textes sacrés hindous, have taught me that the purpose of existence m'ont appris que l'objectif de l'existence is to realize the fundamental unity, which is axiomatic, est de réaliser l'unité fondamentale qui est axiomatique and permeates everywhere, that the source is one. Et que la source est une. In fact, the last hymn in the last book of the Rig Veda, de fait, le dernier livre du Rig Veda, where you want a proper conclusion towards the end, chooses to concentrate on what one must do in life. Choisit pour conclure de se concentrer sur ce qu'il faut faire dans la vie. It says, il dit, Samgachadvam, samvadadvam, samvo manamsi janatam, deva bhagam yata purve sanjanana upasate, which roughly translates to come together, speak together, and think as one, as it is always intended to be. Ce qui veut à peu près dire, unissez-vous, parlez ensemble et pensez comme un tout, comme c'est toujours prévu. This message, you must not just see it at the level of individuals. Ce message, vous ne devez pas le comprendre seulement au niveau des individus, but also at the level of families, communities, and so on. Mais aussi au niveau de la famille, des communautés, etc. Like families should come together, communities from various features should come together, and so on. Les familles doivent s'unir. Les communautés avec différentes caractéristiques doivent aussi s'unir, etc. Identity at every level must provide a framework to live. L'identité doit fournir un cadre pour vivre. A detail to live. Should not become a reason of division. Et ne doit pas devenir une source de division. This message is also not unique to the Rig Veda, and I have seen it appear again and again in various contexts, in various religions, through various wise people throughout time. I have read their teachings. It is just that I connect the best to this message through the Rig Veda. Ce message n'existe pas seulement dans le Rig Veda. Je l'ai vu dans plusieurs contextes, dans différentes religions. C'est juste que moi, je me connecte le plus à ce message à travers le Rig Veda. Mina. La base de toute relation est la communication. Comment pouvons-nous faire société? Comment pouvons-nous évoluer tous ensemble, grandir, avancer en tant que personne et en tant que groupe si nous ne discutons pas? La seule chose qui se produira,
et qui malheureusement, je pense, est en train de se produire en 2025, est la communautarisation idéologique, si je puis dire. Si je prends en exemple le pays, nous allons tout simplement cesser de former un tout en tant que nation, en tant que peuple, et n'être plus qu'un ensemble de petits groupes reclus dans leur coin et se confortant tous dans leurs idées. Je le remarquais lorsque j'étais à l'université. Les droitards traînaient avec les droitards, les fachos avec les fachos, les wokistes avec les wokistes. On ne se perçoit maintenant plus que comme des stéréotypes. La nuance a littéralement disparu et j'en ai moi-même fait l'expérience au lycée où j'étais d'un côté vue comme une facho et par d'autres vue comme une gaucho. C'est d'ailleurs suite à ça que j'ai durant plusieurs années malheureusement cessé de m'exprimer sur des sujets politiques en groupe. Je m'appelle Jeanne, j'ai 38 ans. Je pense que c'est difficile effectivement de s'ouvrir à une empathie et une compréhension quand on est dans des positions politiques très affirmées. Ça nous déshumanise. Il faut être dans une grande ouverture et écoute pour entendre en fait le point de vue de l'autre. Mais si l'autre il est déjà dans une position de positionnement politique ou très sur la défensive, ça ne marche pas. Alors tu vois, moi je me pose une question simple en apparence mais qui change beaucoup de choses. Esme, est-ce qu'on parle ou est-ce qu'on discute? Pour moi, discuter, c'est vraiment aller chercher une connexion, créer un lien, c'est écouter, comprendre, construire quelque chose avec l'autre. Alors que parler, aujourd'hui, ça ressemble plutôt à une injonction. On nous dit, il faut parler, ça libère, ça ceci, ça cela. Mais souvent, c'est pour rentrer dans une case, pour gérer la situation selon des normes. Et si tu corresponds pas à la case, tu avances pas. Tu ne te sociabilises pas et au final, on parle beaucoup, mais on discute très peu. Par exemple, dans mon quotidien, je le vois avec mes enfants. Quand ils rentrent de l'école, combien de fois on lance les phrases typiques « Tu as fait tes devoirs, tu as compris la leçon, ton sac est prêt pour demain ?» En fait, ce sont pas des discussions, ce sont des injonctions, des checklists pour qu'ils soient en règle à l'école pour éviter les punitions. Mais ça ne nourrit pas le lien, ça ne crée pas une vraie connexion, on parle pas de leurs ressentis, de leurs émotions. Et puis quand on discute avec des personnes de milieux différents, la différence, elle saute aux yeux. Les gens qui ont connu des épreuves comme la pauvreté affective, financière, la maladie, ont souvent une parole plus humaine, plus habitée. Ils s'interrogent sur ce qu'ils peuvent apporter à l'autre et ce que l'autre peut leur apporter aussi. Avec des personnes plus aisées, parfois, la parole devient mécanique. Ça ressemble plus à traiter un dossier administratif. Et donc, là-dessus, il y a un poids énorme de la société, on va pas se mentir. Cette pression qu'elle met sous prétexte d'intégrer ou de sociabiliser, qui, en fait, écrase plus que ce qu'elle ne libère. Alors je me demande, faut-il que les personnes privilégiées, entre guillemets, passent par les mêmes épreuves pour développer une vraie empathie, pour comprendre vraiment ce que vivent les autres et pour chercher des solutions concrètes? J'ai travaillé quelques années en tant que conseillère en insertion socio-professionnelle auprès de jeunes âgés de 16 à 25 ans. Mariam. Et également auprès de personnes migrantes. Personnes qui étaient ou attendaient d'être reconnues réfugiées. Et une des choses qui m'a le plus marquée, parmi énormément de choses vécues, transmises pendant ces années travail en tant que travailleur social, en fait j'étais travailleur social, c'est les parcours de chacun, à quel point les parcours sont uniques. Alors évidemment que dans le cadre de mes fonctions, j'avais des outils pour accompagner au mieux. Et en même temps, ce qui fait la richesse et ce qui permet l'aboutissement d'un parcours en insertion socio-professionnelle, c'est bien la co-construction. On fait avec la personne qu'on rencontre, en prenant en compte tout son parcours, ses compétences évidemment, ses richesses. Et quand je parlais de mes fonctions, c'était très polarisé les réactions. En fait, soit les gens étaient très admiratifs, soit ils étaient très bloqués. Il y avait un rejet, en tout cas, ça n'était pas évident. Et j'avais conscience que ma fonction
et surtout les personnes que je rencontrais de par ces fonctions, cristallisaient énormément de tensions. Voilà, parfois on pensait que parce qu'un jeune entre 16 et 25 ans venait à mon bureau, c'est je le fais court et je fais des raccourcis, mais en fait, c'est fou parce que il y a pas, je me souviens pas d'une scène en particulier, hein, mais que c'est des choses qu'on entend et puis qu'on finit par un peu, ça devient comme un brouhaha, comme ça on fait plus attention, mais comme si un jeune en difficulté c'était tous les jeunes du monde et les jeunes savaient pas travailler, et les jeunes c'est plus les marques avant, et c'est pareil pour les situations difficiles que je rencontrais quand ça a été des groupes de personnes ou des personnes qui venaient seules et qui avaient un parcours migratoire particulièrement complexe. C'était peut-être que parce que dans leur pays c'est comme ça, ou parce que ces personnes pensent comme ça. Et donc moi j'étais pas du tout contre la possibilité un petit peu d'étayer mon propos et de raconter ce qu'était mon travail. Et je me disais que c'était difficile pour les personnes en face de moi de comprendre vraiment ce que je faisais et qui étaient les personnes que je rencontrais. Parce que moi je voyais bien l'unicité de chaque parcours. Là où, en fait, en face, quand je discutais, on me servait des blocs comme ça, des groupes. On voyait ces personnes comme des groupes. Les migrants, les adultes migrants et les jeunes adultes 16-25 ans. Et en fait, il aurait été possible que les personnes avec qui je dialoguais, ou en tout cas j'essayais d'échanger, voient les choses autrement si elles avaient justement, comme je viens de le dire, tenté de dialoguer. C'est-à-dire d'interagir et pas de rester campés sur leur position. Alors, je dis ça en n'étant pas du tout... je n'en veux à personne, et je ne porte rien qui soit... j'ai pas de rancœur, je suis pas triste, quoique parfois je trouve ça fort dommage, mais en tout cas, moi, personnellement, ça ne m'a pas atteint. Parce qu'effectivement, on est assujetti à une multiplicité de conditionnements. Extrait d'un épisode avec Séverine Falkovitz, psychologue sociale, enseignante-chercheuse et maître de conférences, repenser librement en dehors des étiquettes pour mieux décider. Et là, pour le coup, ça me fait penser à ce qu'on appelle au biais du favoritisme endo- et exogroupe. Ouais. Par exemple, on va avoir tendance à favoriser l'endogroupe, c'est-à-dire le groupe auquel on appartient dans nos jugements, et à discriminer l'exogroupe. Et du coup, oui, on va, si on aura tendance ainsi à plaquer des étiquettes davantage positives et sur le groupe auquel on appartient, et puis de l'autre côté à moins apprécier ce qui est fait, ce qui est dit, à le traiter différemment, à traiter l'information d'une façon moins rationnelle. Enfin, donc oui, donc nécessairement on va pas les qualificatifs vont pas être les mêmes qui sont apposés d'un côté ou de l'autre. Et on se prive de cette liberté parce que de la liberté qui pourrait consister à se dire vivons tous ensemble et puis rendons justice aux uns et aux autres en fonction de la nature de ce qu'ils disent, font, pensent. Argument, oui, il y a peut-être des points de vue intéressants de l'autre côté aussi, ouais. Et en fait, au contraire, on risque d'occulter les bons arguments de l'autre groupe, de l'exogroupe, et de favoriser parfois des arguments qui ne seraient pas ceux à retenir, tout simplement parce qu'ils émanent du groupe auquel on appartient. Je me dis que c'est triste de ne pas justement avoir tenté d'interagir et donc d'ouvrir le champ des possibilités dans son esprit. Mariam. Moi, j'entendais quand j'étais enfant, le cerveau, ça se travaille, on peut se nourrir intellectuellement. Et donc, je me dis toujours que si ces personnes, elles avaient accepté de lever leurs barrières, elles auraient pu se nourrir d'éléments de langage ou même juste des éléments très factuels, très concrets sur mon travail. Et je crois qu'en fait, c'est aussi une question de volonté. Il faut vouloir dialoguer. C'est pas évident de sortir de sa zone de confort. C'est un terme qu'on entend de plus en plus. Mais finalement, quand on est habitué à quelque chose, c'est facile. C'est beaucoup plus simple d'être bien à l'aise dans sa position, quelle qu'elle soit. On la maîtrise en tout cas. Et on se prive d'un enrichissement
de nos idées personnelles, de nourrir sa curiosité, de venir la titiller, de découvrir qu'il y a un monde de possibilités qui peut s'offrir à nous et qu'on refuse totalement. Je voulais raconter le moment Jeanne. assez émotif où après les massacres du 7 octobre, beaucoup de personnes de la communauté juive, dont moi, se sont senties assez isolées dans leur peine, dans leur douleur de voir ce qui s'était passé, dans leur horreur aussi. Si ça a eu sa place dans les médias, dans les conversations, pas forcément. Et donc, en tant que personne juive j'ai ressenti un manque de compassion à ce moment-là, dans les conversations directes que j'ai pu avoir avec, des gens que je connais très bien. Et donc, j'ai essayé d'aborder le sujet à quelques reprises avec des amis, qui ne sont pas juifs et en fait, je me suis heurtée à des réactions, très brutales qui m'ont, encore plus, attristée. Mais voilà, c'est vrai que dans ce contexte général, il y avait à la fois, l'horreur de ce qui s'était passé et la douleur de ce manque d'intérêt, et d'empathie. Et donc la première fois que j'en ai parlé, avec une amie qui est très proche, que j'ai enfin abordé le sujet après, quelques mois, hein, quand même. Donc quelques mois de solitude, pour vivre cette émotion. En fait, elle m'a répliqué assez sèchement, bah, si, on en a parlé énormément dans les médias, enfin, on entend parler que de ça, comme si c'était limite un peu trop. Et donc je lui disais: «Oui, effectivement, dans les médias, ça a eu sa place, mais aussi, sur les réseaux sociaux, il y a eu un déferlement de haine, heu, au même moment que les attaques». En gros, elle voulait pas du tout entendre ce que je disais. Et pire après, je lui expliquais toujours en insistant sur ce manque de compassion, mais elle me disait: «Oui, enfin bon, dès qu'il y a une tragédie, ça y est, tout le monde y va de ses plaintes. Il faut toujours que ce soit c'est jamais assez en fait quand ça nous concerne», donc voilà, comme si, c'était un peu des pleurnichements, de vouloir avoir l'attention sur soi, sur sa douleur, alors qu'il y a plein de choses qui se passent dans le monde, enfin voilà, c'était vraiment juste, un mur qu'elle a vraiment rejeté, heu, mon besoin, en fait. Mina, durant mes années lycée, entre 2020 et 2022, je me souviens encore avoir eu un échange assez fort avec une amie concernant le mouvement Black Lives Matter. Elle en était une grande supportrice et défenseuse et accusait ouvertement et explicitement le gouvernement américain d'être raciste. De mon côté, j'étais à cette époque tout aussi virulente, je dois l'admettre, dans mon approche et tentais de lui montrer qu'il y avait beaucoup plus de nuances derrière tout mouvement politique, aussi bon ou gentil qu'il n'y paraît, peut cacher toujours une part d'ombre et qu'il était stupide de sous couvert de combattre un extrême, de basculer dans un autre extrême. Avec du recul, je regrette assez ce premier échange qui n'était en réalité qu'un dialogue de sourds entre deux personnes absolument pas ouvertes à l'idée de faire évoluer leurs avis respectifs. Elle a par la suite cessé toute communication avec moi de manière globale, car ça n'allait pas avec ses valeurs. Quelques années après, nous avons repris contact et elle ne souhaitait plus aborder ce type de conversation avec moi pour éviter un conflit. Malgré mes sollicitations implicites, j'envoyais des actualités, je donnais ouvertement mon avis, elle faisait la sourde oreille ou m'offrait les réponses les plus générales et basiques possibles. J'avais l'impression par instant de discuter avec un bot. Quand j'y repense, ça me désole, car je n'avais pas de réelle relation en réalité avec cette personne. Tout n'était que superficialité. Aucune conversation ne m'a poussé à évoluer ou voir les choses d'une manière différente, ce qui est important pour moi dans une relation humaine. Donc voilà, c'était une conversation très brutale qui m'a énormément affectée. Je suis toujours en contact avec cette amie. Jeanne. Mais malgré tout, ça met une distance et c'est dommage parce que je l'aime beaucoup par ailleurs. Et après, j'ai aussi eu cette conversation avec une amie. Ah, donc cette amie-là est bon, française, d'origine française, et il m'a semblé qu'elle pouvait peut-être pas se projeter dans la souffrance d'une minorité. Et ensuite, j'ai eu la conversation avec une amie mexicaine. Et elle aussi, elle a rejeté en bloc, la douleur en disant que, Israël, c'était un peu des horreurs. Il y avait des morts des 2 côtés. Voilà, parce que moi, j'ai partagé, un peu intimement, trop peut-être le fait que j'avais un ami qui avait été gravement blessé à ce moment-là. Et en fait, voilà, ça a été vraiment la première réponse. Et puis après, quand j'ai,
abordé le sujet, le fait que ça avait déclenché peu d'empathie, cette question, comme ça concernait des Israéliens, des Juifs, elle m'a tout de suite répliqué: «Ah oui, enfin bon, les Mexicains, c'est pareil, nous aussi on subit le racisme tout le temps», voilà. Donc il y a pas eu de dialogue. Et la troisième personne avec qui j'ai abordé la question était, mon colocataire qui au début était sur des positions politiques, très anti-Israël et c'était assez dur. Mais une fois il est vraiment entré dans mon ressenti à un moment, en fait. J'ai l'impression qu'il avait lâché ses positions pour écouter vraiment ce que je disais, écouter mon ressenti, l'entendre et à ce moment-là, il y a pu avoir, j'ai vu, une forme de compréhension de son côté, de sa part et je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Klaus Stifler, un rappeur espagnol et catalan que je connais bien, a bien voulu participer sur ce sujet en faisant une petite impro et en mélangeant un petit peu les langues. Démocratie, souveraineté, retraite, économiser, santé mentale, travail, solidarité, individualité, taxer les riches, paradis fiscal, égalité, les femmes à la cuisine, liberté, liberté. Tais-toi facho, tais-toi wokiste. Taisez-vous! Le monde est chaud, bruyant, le monde sta muy caliente. Franchement, j'ai aucune confiance avec personne. No one, zéro présidente. Oh là là, j'aime la France, oh lélé, j'aime l'Espagne. Mais si la troisième commence, si les choses se posent mal, non sabré donde metterme. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, arrêter de jouer au ping-pong de la vête avec les retraites de mi gente? Quelle est la solution? C'est la faute des patrons? Est-ce que c'est la migration? Je ne sais pas quoi faire maintenant. C'est sûr, c'est ma faute. Je suis blanc, je suis jaune. Non. C'est pas ça la question. Les extrémistes arriveront vers moi et il y aura pas d'onde esconderse. Venez dialoguer avec moi ce soir. Venez dialoguer avec moi ce soir. Là, au-delà de la vérification, on juge aussi la façon avec laquelle on la formule. Extrait de l'épisode avec Younes El Ajami, bénévole actif auprès d'un collectif de debunk. Debunk, vérification de contenu en ligne. Parce qu'en fait, il y a la vérification de fond, mais la communication a une importance clé. Contrairement à quand on fait le travail nous tout seul, on n'a pas besoin de le reformuler pour nous-mêmes. Quand tu cherches pour vérifier quelque chose, ok, une fois que tu as l'information dans ta tête, tout s'est fait, tout s'est construit, donc tu as pu apporter la nuance qu'il faut. Bref, c'est fait. Par contre, quand tu prends la parole publiquement, du coup, tu dois communiquer ce que tu as trouvé. Les gens peuvent y lire des choses différentes. La même information, ça dépend comment c'est écrit. Tu penses avoir fait le job, mais comment tu l'as formulé, il peut encore apporter entre guillemets de la désinformation ou de l'interprétation plutôt que des informations. Ouais. Et il y a beaucoup de sujets que avec une mauvaise interprétation peuvent amener à une mésinformation puisque tu as une désinformation et du coup à ne pas apporter finalement une solution au sujet initial qui était de savoir alors qu'est-ce qui s'est passé, parce que au-delà de qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'est-ce qui s'est passé, mais pourquoi il s'est passé comme ça maintenant, aujourd'hui, et par telle personne et pas par une autre. En fait, c'est le contexte qui est intéressant, c'est pas l'information elle-même. Et donc la façon avec laquelle on prend la parole et qu'on communique est super clé. Et du coup, c'est là où on échange et c'est là où on rentre un peu. Autant sur les faits, c'est plus simple parce qu'on peut retrouver l'information. Après, comment on communique cette information-là? Là, c'est un peu plus subtil, un peu plus humain, et de savoir comment on crée la nuance, comment on répond par rapport sous quel. Nous, en revanche, on intervient beaucoup sur les réseaux sociaux, donc ça dépend de qui publie cette information-là, donc qui lit l'information initiale, je parle, et qui va lire notre debunk, on doit pouvoir s'adresser différemment ou l'exprimer différemment, le communiquer différemment pour éviter d'être mal compris, etc. Mina, aujourd'hui j'ai une approche différente. Et lorsque j'aborde une conversation assez compliquée, je fais toujours en sorte d'adopter ma posture selon mon interlocuteur afin que celui-ci sente mon ouverture et non pas une hostilité. Comment retrouver le dialogue sain? Isabelle. Je vais illustrer ma réflexion grâce au dialogue difficile lors de mes ateliers de pratique théâtrale avec les lycéens. Cela vaut aussi avec les adultes. D'abord,
Je pense que lorsqu'on anime un groupe, un cadre de valeurs est à proposer. Ce qui est énoncé ne peut être enfreint. Bienveillance, empathie, respect, ouverture d'esprit. Ensuite, demander l'écoute entre les dialoguants. Écouter l'autre, c'est se taire. Puis, si soi-même, nous sommes en capacité, c'est à nous de montrer l'exemple. Gagner confiance en soi, écouter l'autre, accueillir son opinion et surtout ne pas chercher à dominer, s'imposer, prendre le pouvoir sur l'autre. Accepter que l'échange soit stérile, pas possible, et que le changement arrive beaucoup plus tard. On a practical level, Kartik. when I'm talking to someone, whether it's someone I know well or someone I've just met, À un niveau pratique, quand je parle à quelqu'un, que ce soit quelqu'un que je connais bien ou quelqu'un que je viens de rencontrer, I try to approach the exchange in a way that leaves us both more in harmony than when we began. j'essaye de commencer l'échange d'une manière qui nous laisse tous les deux plus en harmonie que quand on a commencé, avant l'échange. I usually try to speak from a place of shared ground and agreement. J'essaye habituellement de parler depuis une base commune. Of course, there are times when our individual realities, or what we perceive as realities, are not aligned. Bien sûr, il y a des moments où nos réalités individuelles ou ce que nous percevons comme réalité ne sont pas alignés. And it becomes very difficult to truly engage in exchange of perspectives. Et ça devient alors très difficile de s'engager véritablement dans un échange de perspectives. Even then, I believe it is important to speak from whatever common ground we have. We'll try to find this common ground of mutual intersection. Même dans ces cas-là, je crois qu'il est important de parler depuis n'importe quelle base commune que nous ayons. Nous essayons de trouver ce terrain commun, de l'intersection entre les deux. Sometimes this means just talking about nothing deeper than how's the weather or what did you eat. Parfois, ça signifie juste ne parler de rien de plus profond que la météo ou que ce que vous avez mangé. And that's okay. Healing, whether for people or for society, takes time, and patience is often better than disruptive immediate dialogue. Et c'est OK. Se soigner, que ce soit pour les gens ou pour la société, ça prend du temps. Et la patience est souvent meilleure que le dialogue disruptif et immédiat. There are also occasions when I let time pass and I learn new things in a very unrelated context and eventually find myself agreeing more with someone I had once disagreed with. Il y a aussi des moments où je laisse le temps passer et j'apprends de nouvelles choses dans des contextes très différents. Et au final, je me retrouve à être beaucoup plus d'accord avec quelqu'un avec qui j'avais autrefois eu un désaccord. Enfin, Isabelle. Ce qui est à préserver, c'est le lien social. Le lien entre nous tous et toutes. Se vivre ensemble avec nos différences. Le changement de mon colocataire qui était assez engagé. Jeanne. Et finalement qui a un petit peu laissé ça de côté pour comprendre la douleur humaine. Ça lui a permis d'entrer dans mon émotivité. Et je pense que c'est vraiment la clé, en fait, pour se comprendre les uns les autres. Je crois que pour autant, Mariam. Dialoguer, c'est pas devenu... le dialogue, il n'a pas disparu. Il est encore possible dans des espaces comme ce podcast. Il faut vouloir... Si on veut le changement, il faut d'abord nous-mêmes être un élément de ce changement. En tout cas, si on souhaite que la société continue à dialoguer, faut pas l'attendre, j'allais dire comme un enfant attendre de son parent ou d'un adulte référent que le changement vienne d'au-dessus, au-dessus étant ce que vous voulez bien y mettre. Parfois, on va vous dire des gouvernements, des hiérarchies. Moi, je crois que adulte, si on constate ce qui se passe et qu'on considère que ce qui se passe n'est pas bon, au sens où il déséquilibre les rapports interpersonnels, et donc plus largement les sociétés, faut se dire ok, je peux aussi faire partie entièrement de ce changement en créant des espaces de dialogue. Et donc voilà, je disais, ce podcast est une bonne occasion et un bon espace, et merci beaucoup pour ça. En ayant des initiatives citoyennes, là je sais pas, il y a le mot association qui me traverse. Il y a énormément d'espaces d'échange
Alors il y a le digital, comme je viens de le dire. Il y a aussi des espaces d'échange. Là, il y a 2 mots qui me traversent, c'est association, cafés sociaux, café débat. Et puis, il faut le dire, Esme, il y a des solutions qui existent déjà. On en trouve, par exemple, avec la bibliothèque vivante, qui lutte contre les stigmatisations en santé mentale. Là, ce ne sont pas des livres que l'on emprunte, mais des personnes qui racontent leur histoire, leur vécu, leurs épreuves. Et ce dialogue-là, humain, vrai, a une puissance incroyable pour changer les mentalités. Le problème, c'est que ces initiatives sont encore trop peu connues, alors qu'elles pourraient ouvrir de nouvelles voies. Enfin, en tout cas, Mariam, être à l'origine d'espaces de maintien de dialogue ou de réouverture du dialogue. Faut pas... Moi, je suis convaincue que ça ne viendra que de nous. Et c'est une grande joie. C'est-à-dire qu'on le choisit, on ne le subit pas. Il y a pas pire au monde que de subir. Quand on a toute... voilà, qu'on est libre, qu'on a un désir profond qui nous anime. Donc, je crois que, voilà, si on veut que ça soit maintenu, j'allais dire il y a plus qu'à. Alors ça paraît très... J'ai l'impression d'avoir... voilà, c'est un petit raccourci comme ça, mais j'aime beaucoup cette expression en français, il y a plus qu'à. Et c'est exactement pour ça Esme, que je crée The Place to Be. Parce que cet espace peut apporter une partie de la solution, renouer le dialogue entre les personnes, mais aussi avec elles-mêmes. Et attention, dialoguer, ça ne veut pas forcément dire parler en face à face. Avec The Place to Be, c'est l'accessibilité à des ateliers thérapeutiques basés sur l'art. C'est un langage à part entière. Parfois, les personnes n'ont pas les mots, mais elles peuvent s'exprimer autrement, par la peinture, l'écriture, la sculpture et bien d'autres médiums. Et ça, c'est aussi un dialogue qui contourne le poids des mots pour faire émerger quelque chose de plus profond, de plus authentique, dans un environnement où la confiance et la sécurité sont garanties. Et puis pour reprendre la notion de religiosité et puis les notions de bien et de mal dont je parlais tout à l'heure, Mariam, je crois que pour que le dialogue soit possible et pour continuer à permettre le dialogue, à l'ouvrir, à le réouvrir, on se doit de cultiver et de chercher ce bien et ce mal en nous, nourrir notre intériorité, si je puis dire. Je suis persuadée que ça permet après une possibilité de s'ouvrir à autrui et donc au dialogue. Nous, on dit souvent, c'est un autre exercice, c'est l'antichambre des émotions. extrait de l'épisode avec Delphine Schramm de l'association Conversari, retrouver le dialogue dans une société polarisée. On est en plein dedans. C'est avant de traiter un sujet, de déjà peut-être essayer de faire un mapping de tel sujet ou telle façon de le dire ou tel élément en fait va être justement me toucher un peu ou me toucher beaucoup. Ouais. On peut aller même dans exprimer le type d'émotion que ça va créer, etc. C'est trouver un peu ses limites aussi. Ouais, pour mieux aussi se connaître et se comprendre, pour comprendre ce qui se passe en fait quand dans une conversation et du coup tout à coup on pète un câble. Ça dérape. Ouais. Et encore une fois, pas dans le but de d'annuler ça. C'est pas ça l'objectif. Ouais. C'est plus de mieux se connaître pour être en capacité de décider si oui on pète un câble ou au contraire peut-être que dans cette circonstance-là, avec ces gens-là, c'est pas la peine. Ouais, c'est reprendre le contrôle en fait sur ce que tu fais, ce que tu dis. C'est ça. Mina, je défends aussi l'idée d'un retour à une école qui apprendrait aux nouvelles générations à s'endurcir. Comme mentionné plus haut, l'émotionnel a pris trop de place, ce qui a fait de nos enfants de véritables adolescents, incapables de voir le monde tel qu'il est, à savoir dur. Cela pourrait passer par un retour au vrai service militaire, une distance plus importante entre professeurs et élèves, un retour de l'uniforme, en résumé un retour au cadre et à la dureté, car aucune personne de ma génération n'est prête au vrai monde. Je pense que cela doit avant tout passer par l'éducation. Nous devrions, dès la petite enfance, prendre le temps d'écouter les enfants, leur demander leur avis, leur inculquer la notion de respect et d'écoute. Pour faire simple, poser des bases solides pour la suite. Ensuite, nous devrions beaucoup plus mettre l'emphase sur des cours d'éducation civique.
Nous devrions profiter de ce peu d'heures pour créer de vrais échanges entre professeurs et élèves, durant lequel il serait question d'un échange totalement libre, où toute opinion, tant qu'elle n'appelle pas à la haine, la violence ou la mort de quelconque groupe, serait acceptée et appelée à être argumentée. La place du professeur est également importante, car il se devra de cadrer l'échange pour ne pas finir en échange bête et méchant, et surtout pour être le point de soutien de l'élève s'il partage une opinion mal vue par ses camarades, car c'est à cet âge que l'ostracisation sociale est la plus dure et la plus forte. Ainsi, en se sachant validé d'une certaine manière, n'importe quel enfant pourra oser partager sa pensée. C'est vraiment, l'idée, c'est justement de faire encore une fois solidarité entre humains. Extrait d'un épisode avec Lisa Le Calvez de l'association Latitude, accompagner la pensée critique face à l'IA. Et donc, je trouve que déjà le fait d'avoir cette posture-là par rapport à un sujet qui est si important et qui est si en même temps méconnu des jeunes, ça permet aussi de leur montrer qu'ils ont de l'importance, et qu'ils peuvent du coup qui font partie de la discussion. Exactement. Et je trouve que c'est essentiel en fait, parce que quel que soit le discours qu'on a, si on les inclut pas en fait, on va les perdre très vite quoi. Donc voilà, l'idée c'est vraiment qu'ils se sentent concernés et voilà. Mina. De plus, je pense également qu'il faudrait une politique de neutralité totale de la part des enseignants. Je ne devrais pas savoir pour qui mon professeur de français a voté aux législatives 2024. Pour faire simple, c'est en ouvrant l'esprit des élèves, en cultivant et en leur offrant la possibilité de devenir de vrais adultes que nous pourrons possiblement arriver à une société qui s'écoute et cherche à se comprendre. Je peux concevoir que ma vision des choses soit perçue comme extrême, excessive ou utopiste, voire impossible. Je suis prête à échanger à ce niveau-là. Donc je rappelle que ce n'est pas moi, Maya, qui parle, c'est Mina, qui a contribué par écrit. So what Kartik. Ultimately drives me to pursue even patience or this approach of wanting to promote harmony? I'll be honest, contribute to bringing together a polarized society is the sense of spiritual fulfillment. Donc, ce qui m'encourage finalement à adopter cette patience ou cette approche de chercher à promouvoir l'harmonie, je vais être honnête, contribuer à unir une société polarisée, c'est un sentiment de réalisation spirituelle. I have experienced personally what I can only describe as glimpses of the divine in my relationships with family and friends. J'ai expérimenté personnellement ce que je peux seulement décrire comme des aperçus du divin dans mes relations avec ma famille et mes amis. And it is this same divinity that gives me the strength to keep working towards harmony, even though it is often very hard work. Et c'est cette même divinité qui me donne la force de continuer à travailler vers l'harmonie, même si c'est souvent un travail très difficile. To paraphrase Adi Shankara, a wise Indian teacher, pour paraphraser Adi Shankara, un penseur indien, from the past, all sense of division comes from ignorance. Depuis le passé, toute division vient de l'ignorance. And once we move beyond ignorance, unity becomes inevitable. Et une fois qu'on s'éloigne de l'ignorance, l'unité devient inévitable. So, engaging in dialogue to promote harmony in society is for me a way of making progress towards overcoming this ignorance. Donc s'engager dans le dialogue pour promouvoir l'harmonie dans la société, pour moi, c'est un moyen de progresser pour dépasser cette ignorance. Mina. Si on ne dialogue pas, on ne se connaît pas les uns les autres, et alors on a toute notre vie une vision stéréotypée de son opposant, entre guillemets, car inconsciemment, il le devient. J'ai le souvenir au lycée d'une personne qui avait une image horrible de moi, basée sur des on-dit. Cette personne m'avait dit « Mais en fait, tu es drôle et super sympa ». Il faut croire qu'avoir des valeurs traditionnelles fait de nous des individus froids et méchants. Le dialogue ouvre sur le monde et sur l'autre. C'est bateau, mais c'est réel. Je crois que, en tout cas, le podcast, Mariam, c'est une belle piqûre de rappel. Et voilà, c'est une lumière, quoi. Faut rester comme une petite lumière, quoi qu'il advienne, quoi. C'est un peu une forme d'espoir, de lumière. Et donc, il faut être cette lumière dans des temps un peu perturbés. Plus que jamais, c'est essentiel de le faire, donc de dialoguer, c'est la clé. Je vous remercie. Belle journée. Thank you. C'est un immense plaisir de partager. J'espère que ce petit assemblage de réflexions vous aura donné envie d'ouvrir le dialogue et d'aller vers celles et ceux qui pensent différemment.
J'ai envie de dire un immense merci aux personnes qui ont joué le jeu de cet épisode. Et si vous avez eu envie de participer mais que vous ne l'avez pas fait, partagez-moi votre avis et expliquez-moi ce qui vous a freiné. J'aimerais beaucoup continuer à proposer ce type de format participatif dans la prochaine saison, donc si je peux améliorer quelque chose, dites-le moi. C'était le dernier épisode de la saison. Je vous remercie pour votre écoute et je rappelle que vous pouvez soutenir ce podcast en laissant des commentaires, en vous abonnant, en mettant 5 étoiles sur les plateformes d'écoute et en remplissant le formulaire que je mets en description pour récolter vos avis et les prendre en compte pour les prochains épisodes. Je vous promets, c'est pas long du tout. Je le laisse ouvert jusqu'à la fin de l'année 2025. J'ai hâte de vous lire. À très vite et merci. Critique et persiste, mais